Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dédiée à Flesh and Blood. Je vais tout vous montrer sur l'entièreté de ma collection et aussi vous présenter un petit peu la manière que j'ai de la ranger. On nous demande souvent dans les commentaires comment est-ce qu'on range notre collection. Il y a plein de manières différentes, j'ai pas prétention d'avoir ni la meilleure collection ni la meilleure manière de ranger. Je vous partage juste ma passion le plus humblement possible et je vous montre du coup comment je range ma collection et ensuite on passera rapidement. J'ai sorti toutes les jolies cartes que j'ai à vous présenter et on les passera une à une à la caméra pour partager, profiter ensemble bien évidemment. Je serai aussi du coup en direct de l'autre côté avec mon compagnon le chat. Donc si jamais vous me voyez parler à des gens, je parle pas tout seul, je parle avec le chat. Et si vous aussi vous voulez parler avec moi, interagir, discuter, notamment quand je fais des streams collection, le lien Twitch il est directement en description. N'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu si jamais cette vidéo vous plaît, vous a plu. Partagez dans l'espace commentaire ce que vous collectionnez et si Flesh and Blood ça vous plaît. Et puis ensuite rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux et nos différentes chaînes. Chaîne dédiée à Magic, la chaîne principale, chaîne dédiée au multi-TCG, cette chaîne-là, et chaîne dédiée à Lorcana, la chaîne Valepel, Lorcana FR. Allez, on commence directement sur la manière que j'ai de ranger ma collection Flesh and Blood. Je vous montre tout simplement. Moi, je commence déjà, à chaque fois que j'ouvre une boîte, par trier toutes les communes, les uncos et les rares, par couleur, par classe, par est-ce que c'est une carte générique, est-ce que c'est une carte de classe, et je les range dans des gros collector albums. Alors, je vais les remplacer à terme par des Ultimate Guard, j'ai pas encore pu faire la transition. Spoiler, Ultimate Guard, c'est les boss, vous savez. Donc là, par exemple, je mets des petites étiquettes. Et ben, j'ai toutes les cartes, vous allez le voir ici, toutes les cartes génériques, toutes les cartes élémentaires, toutes les cartes Ice, Earth, Lightning, Light, Shadow. Et puis voilà, j'ai des gros classeurs comme ça, où je range toutes mes communes, mes uncos et mes rares. Triés, classés par classe. Je range. Ouais, je mets toutes les foils avec, Joe. L'idée, en gros, c'est d'avoir toutes mes... un playset de chacune des cartes, et j'essaye de maxer les foils dans le playset. Donc si j'ai que 2 cartes foils dans mon playset, je vais mettre les 2 foils et une commune. Et la version non foil. Ensuite, mes majestiques, j'ai 3 classeurs, et je vais ranger, du coup, dans ces classeurs-là. Hop, là, c'est les majestiques jaunes, vous pouvez le voir ici. Je range toutes les majestiques jaunes dans un classeur, toutes les bleues dans un autre et toutes les rouges dans un autre. Ça permet de me faciliter la vie quand je veux monter un deck ou retrouver une carte. Les majestiques étant les cartes qui ont un peu plus de valeur, qui sont les staples, les bonnes cartes qu'on a envie de jouer dans les decks. Je vais les chercher directement dans les classeurs. Dernier classeur que j'utilise, c'est ce que j'appelle le classeur à stuff et à héros. Ici, je range toutes les cartes de stuff, que ce soit les communes, les rares, les majestiques. Tout ce qui est stuff, c'est rangé là-dedans. Et pareil, tout ce qui est héros, c'est rangé là-dedans. Enfin, toutes les cartes que je vais vous présenter pour la collection, donc tout ce qui est légendaire, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est Cold Foil, tout ce qui est héros un peu sympa, tout ce qui est fable, eh bien, je le range dans une grosse boîte Ultimate Guard. Très très bonne boîte, il y en a plein. Ça, c'est une Smart Hive, il y a des Omni Hive. Trouvez le rangement qui vous plaît le plus, évidemment. J'en profite très rapidement, je vais vous présenter les decks montés que j'ai à ma disposition. Je peux monter plus ou moins plein de decks, mais j'ai des decks qui sont tout le temps montés, prêts à jouer avec moi. Je ne vais pas vous montrer les decks, toutes les cartes une par une, je vais juste vous citer les decks. Ici, j'ai Bravo, le gardien en construit. C'est le deck que je joue actuellement le plus, celui que je maîtrise le mieux. Braillard étant parti Living Legend, ciao. Et du coup, on a récupéré Bravo. Pour les autres decks, je les range dans la magnifique Smart Hive Ultimate Guard. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça me permet, hop là, de ranger mes decks. Ce deck-ci, ça, c'est Cano en Blitz. Donc voilà, les decks sont complets. J'ai juste sorti les légendaires pour vous les présenter en carte à l'unité. Ce deck-là, c'est Shane en Blitz également. La carte est bannie en CC. Ce deck-là, c'est Azalea en CC. Je n'ai jamais pu jouer avec ce deck-là. Mais je l'avais commencé à le monter quand l'extension Outsider était sortie. Une extension qui faisait la part belle aux archers. Et puis Azalea avait un peu la hype, donc j'avais commencé à le monter. Il y a 2-3 proxys dans ce deck-là, mais il est quasiment prêt à jouer. Et enfin, dernier deck que j'ai,
Ça, c'est un de mes decks préférés, même si bah, j'ai jamais l'occasion d'y jouer parce que le peu de fois où je joue, c'est en CC. Ici, c'est Prisme en Blitz. Voici pour les 5 decks que j'ai à ma disposition et qui sont prêts à jouer, prêts à l'emploi. Après, évidemment, je peux monter d'autres decks, mais ça me nécessite d'en casser d'autres. On va passer maintenant en mode zénithal pour regarder les cartes une à une. Hop là, c'est magnifique. C'est magnifique. Joli tapis dont je suis très fier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le tapis que j'ai gagné en gagnant ma première armory. Ça fait plaisir. Allez, on commence rapidement. J'ai fait dans l'ordre croissant des cartes les moins intéressantes jusqu'aux cartes les plus intéressantes. On va passer rapidement sur les premières. Là, j'ai sorti juste des cartes que je trouve jolies, qui sont la plupart du temps des Majestic Foil ou alors des promos. Donc là, on a Luminaris, l'arme qui a été bannie avec Prisme lors de son ban. Enfin, lors de son ban, quand elle est passée Living Legend, mais qu'on va avoir le droit de rejouer parce que le format Living Legend a été annoncé, donc ça régale. Donc on a Luminaris ici. Ici, on a Metacarpus Node. Superbe carte. Je trouve que même si les cartes sont pas call foil, le Rainbow Foil de Flesh and Blood est quand même très réussi. On a des cartes avec un foil sélectif de grande qualité. Et là, rapidement, ça, ce sont des tokens que j'avais récupérés pour jouer avec Azalea, qui sont des tokens promotionnels en call foil. Donc le call foil, vous voyez, c'est un foil plus froid, plus texturé, qui met en avant ou des parties... le contour des cartes notamment, ou alors des parties métalliques, voire les habits des personnages. J'adore ce type de foil, je trouve vraiment exceptionnel. Ça acheté sous les conseils du poteau Marcelf, dédicace à lui, si jamais vous voulez aller regarder du contenu intéressant sur la collection Flesh and Blood. Voilà, Marcelf, je suis ses conseils. Très jolie carte, j'aime beaucoup, c'est des tokens, ça coûte pas très cher, et ça embellit grandement vos decks lorsque vous jouez. On va passer maintenant sur des choses un peu plus intéressantes. On va passer sur les légendaires. Alors les légendaires, je les récupère. Oula, pourquoi ça bouge comme ça? Ça ne devrait pas. Voilà. Les légendaires, je les récupère plutôt en Rainbow Foil parce que je vais me concentrer plutôt sur d'autres recherches pour des call foil et des Marvel. Donc du coup, là où avant j'essayais de récupérer mes légendaires en call foil, maintenant je les ai plutôt switchés contre des légendaires en Rainbow Foil pour m'intéresser justement à d'autres collections. On va passer rapidement sur toutes les légendaires. Donc là, on a le protège-bras de détermination. Toutes les légendaires, c'est des cartes qui sont vraiment très puissantes dans le jeu, qui ont une certaine valeur. Maintenant, même si les légendaires commencent à décoter au global et les légendaires des nouveaux sets tournent plus autour des 20 ou 30 euros, les premières légendaires du jeu, elles, coûtaient beaucoup plus cher. Vous allez voir, on a des légendaires qui sont un peu plus intéressantes. J'essaye d'avoir le plus de légendaires possible parce que ça me permet, entre guillemets, de jouer le plus de decks possible dès que j'en ai envie et de ne pas devoir les récupérer. Surtout si elles ont commencé du coup à spiker, c'est-à-dire à monter en prix en fonction de la popularité d'un deck. Donc dès que j'ouvre une légendaire, généralement je la conserve. J'essaye aussi d'avoir les cartes en anglais plutôt qu'en français pour conserver une certaine unicité avec mes débuts à Flesh and Blood. J'ai commencé du coup à collectionner en anglais parce que les cartes en français n'existaient pas et donc je continue maintenant à collectionner en anglais. Là, on a Empire and Rapture qui est magnifique. Ça fait partie des rares légendaires que j'ai failli récupérer en Extended Art Call Foil parce que je trouve que la carte est magnifique. Et même là, le Rainbow Foil lui rend déjà bien honneur. Ça, c'est le fameux Quiver of Abyssal Depth. Alors, au-delà d'être la légendaire la plus éclatée de Flesh and Blood, c'est une légendaire qui vaut 4 euros. Et bien, c'est aussi la fameuse légendaire de la Discord que j'ai ouvert totalement cassée. Il y a des traces de freinage. Il y a Sébastien Loeb qui a fait un virage sur ma carte. Je pense que vous pouvez le voir assez nettement. Et puis ici, elle a carrément été tapée. Elle est sortie de booster comme ça en plein live. Malheureusement, LSS n'a pas souhaité me la remplacer. Là, on a une des plus belles légendaires du jeu. Désolé pour les petits drops de framerate. On a les Phantasmal Footsteps. Il faut savoir que quand j'ai commencé à me mettre à Flesh and Blood, c'était pile dans la période du méta avec Starvo, Shane et Prism. Et la personne qui m'a appris à jouer à Flesh and Blood, c'est Imouché, qui est un joueur régulier de Flesh and Blood que vous connaissez bien si vous traînez sur le Discord. Gros big up à Imouché, qui était un ancien créateur de contenu Magic, et qui m'a
qui m'a du coup appris à jouer à Flesh and Blood, et comme lui était un adorateur de Prism, eh ben, j'avais commencé par monter Prism avec notamment les Phantasmal Footsteps que j'avais eu la chance d'ouvrir, donc j'ai pas eu besoin de les acheter, ça fait plaisir. Le Skullbone, longtemps considérée comme une des légendaires les plus pourries de Flesh and Blood, elle a eu un petit up à la sortie d'Outsider, parce que c'était une bonne carte dans la version d'Azalea qui joue pas New Horizon. La Crown of Providence, peut-être une des meilleures légendaires du jeu, en tout cas le casque générique le plus joué, carte excessivement forte, qui permet de bien défendre et surtout de remplacer une carte de votre arsenal ou de votre main. Cette carte-là, je l'avais en call foil, je l'ai vite achetée à sa sortie et j'ai eu totalement raison, parce qu'elle a pris une énorme valeur, et j'ai downgrade ma call foil contre une rainbow foil pour récupérer un peu de monnaie et pouvoir acheter d'autres cartes. Bon, elle reste quand même très jolie en rainbow foil, bien évidemment. Tectonic Plating, bah voilà, hein, je joue Bravo, donc forcément quand on joue Bravo, on joue les bons équipements de Bravo. On a Diadic Carapace, qui est une des très très bonnes légendaires qui a été révélée récemment. Une super carte pour les Runeblade avec son Thumper et son Arcane Barrière 2. Vraiment un staple, et pareil, je trouve que le Rainbow Foil est sublime. Coronet Peak, il faut savoir que le premier deck de Blitz que j'ai joué, c'était Islander. C'est normal, le deck était vraiment très très fort. Et donc du coup, bah, j'avais besoin de Coronet Peak. La carte est pas spécialement magnifique visuellement, il n'y a pas un attrait visuel incroyable, mais la carte est cool. Alors là, on arrive sur dinguerie. Une Fiendal Spring Tunic WTR, donc premier set, Rainbow Foil. Ça, c'est un peu la carte emblématique de Flesh and Blood. Hein. Si les gens se demandent quel est le Black Lotus de Flesh and Blood, il y a 2-3 réponses possibles. Ça va se jouer entre Fiendal Spring Tunic, Œil d'Ophidia ou Heart of Fiendal. Je vous montrerai ces cartes-là prochainement. Mais voilà, Fiendal Spring Tunic, c'est la légendaire la plus cotée du jeu, la plus recherchée. Et là, j'ai globalement la troisième version la plus rare, parce qu'il y a une version Call Foil qui est intouchable et une version Extended Art Rainbow Foil qui est également intouchable. Non, il y a aussi une version Gold Foil aussi, donc peut-être la quatrième version la plus rare. Mais voilà, ça reste une super carte à avoir pour la collection et pour le jeu. Et l'avantage en plus, bah, je le dis, Flesh and Blood tellement malin, ils sont vraiment capables de faire le pont entre les collectionneurs et les joueurs. Ce qui est super cool à Flesh and Blood, c'est que vos cartes qui ont le plus de valeur sont la plupart du temps des équipements, et ces équipements n'ont pas vocation à être joués dans votre deck, mais seulement à l'extérieur de votre deck. Donc vous pouvez les protéger par des cartes case, ou même les faire grader, et elles resteront jouables. Donc ça permet de protéger la valeur collection de votre carte sans impacter sa jouabilité. Quelle élégance, encore une fois. Bravo Flesh and Blood. On a Grasp of the Arknight, un des meilleurs équipements Runeblade, pareil, version WTR. Non, Arcane, pardon, donc version d'origine. Pareil, très très joli, là, l'espèce de foil sélectif qui passe à travers les mains du démon. Magnifique. Il y a des différences de traitement entre le print belge et le print japonais SP Collect, bien évidemment. En termes de grammage, de qualité de carte, de qualité d'impression. Ici, Arcanid Skullcap, avant que le casque précédent dont je vous ai parlé tout à l'heure soit imprimé, c'était lui le best. Maintenant, il est un peu tombé dans l'oubli, mais la carte reste une carte iconique du début du jeu, donc plutôt cool. Alluvion Constellas, carte éclatée au sol avant qu'on se rende compte que c'est très très bien dans les mirrors de Wizard. Ça reste globalement pas la meilleure légendaire du jeu. Hein. Une des cartes les plus fumées de Flesh and Blood, on y est. L'Annie Stormstrider. Ouais, forcément, si vous jouez Wizard, c'est obligatoire. C'est probablement la carte qui fait les choses les plus dégénérées dans le jeu. Ça vous permet littéralement, je grossis le trait à fond hein, pour les magiciens pour que vous compreniez, de jouer un tour supplémentaire. Rien que ça. Et donc du coup bah, la carte est effectivement très recherchée. Aussi pareil, Arcane. Hein. Les versions Rainbow Foil. On peut pas avoir les versions Cold Foil parce que c'est à mon sens intouchable, en tout cas moi pour mes finances. Mais quand même, on prend les versions Rainbow Foil plutôt que les versions non foil, comme ça on se fait un peu plaisir. Et une des plus belles légendaires à mon sens, souvent sous-cotée je trouve. Je me tâte même à l'upgrader en Cold Foil parce que celle-là est abordable. On a l'ami Shock Charmer, qui est à mon sens une des plus belles légendaires. Magnifique.
Voilà. C'est la fin de mes légendaires. Vous avez vu, j'en ai quand même pas mal. Alors je suis loin d'avoir toutes les légendaires du jeu, mais j'ai quand même une sélection de légendaires qui me permettent plus ou moins de naviguer d'un deck à un autre. Il y a vraiment des classes vers lesquelles je me suis pas du tout intéressé, dirigé, et donc du coup j'ai pas du tout de légendaires de classe. Globalement, j'essaye quand même de récupérer les légendaires génériques parce qu'elles ont vocation à rentrer dans tous les decks, et voilà, ça me permet de faire un peu ma petite popote facilement, d'avoir ces légendaires là. On va passer maintenant à des versions Cold Foil, que ce soit des Majestic ou des versions promo d'équipement. Donc là, on a le Spoiled Skull que j'ai ouvert dans Dust Till Dawn, donc qui est une version Cold Foil Extended Art d'une Majestic qui est jouée dans Brut. Je trouve la carte très esthétique. Et ça coûte visiblement pas très cher. Une carte que j'ai essayé de vendre et qui n'est pas partie pour l'instant, mais je cherche pas nécessairement à la conserver. Carte par contre qui là me fait kiffer, le Vexing Squilend. Donc ça c'est pas une légendaire, c'est une Majestic, mais c'est du Everfest, donc du coup c'est en Cold Foil et non pas en Rainbow Foil. Regardez là toute la partie équipée de la main qui ressort à la lumière. C'est à la fois discret, délicat, mais vraiment très joli. Dès lors que tu joues avec la lumière, tu prends grand plaisir. Donc voilà, Vexing Squilend, ça fait plaisir. Très belle carte. Je prends une pause pour m'hydrater, ou m'en voudrait pas. Ah ouais, Everfest, c'est en train de prendre de la valeur, Jo. Je sais que c'est un des rares sets qui n'a pas eu de version Unlim. Il y a eu une version First Print avec donc du coup les Cold Foil, mais il n'y a pas eu de version Unlimited. Ça avait été annoncé et finalement c'est juste passé à la trappe, notamment avec la dynamique des autres sorties. Et c'est vrai que dès lors que tu veux monter un deck et que il te manque quelques cartes et tu regardes quelle est l'extension et que c'est du Everfest, c'est vrai que ça commence à piquer, même les Majestic. Hein. On a ici une légendaire Cold Foil, un magnifique Heart of Ice. Quand j'ai commencé à jouer à Flesh and Blood, Tales of Aria était en pleine hype. Et j'avoue que j'ai craqué pour cette légendaire Cold Foil juste parce que la carte me plaisait. Bon, il y a une version Rainbow Foil qui coûte beaucoup moins cher, mais j'avais à cœur de l'avoir en Cold Foil. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être un peu un achat compulsif, ça. On aurait pu s'en dispenser. On a l'ami Rosetta Thorn. Alors ça vaut pas forcément grand-chose, hein, mais je vous la présente parce qu'elle m'a accompagné. Hein, c'est la carte que j'ai jouée avec Braillard, probablement la carte que j'ai le plus jouée. Donc c'est une version promotionnelle de son arme, mais en Cold Foil. Je trouve la carte magnifique, évidemment. Vous allez voir, on arrive sur du lourd. Hein. Et enfin, pour finir, les stuffs en Cold Foil, on a Waning Moon, pareil, qui est une carte promotionnelle que j'ai beaucoup joué à l'époque avec Islander en Blitz, et qui est un peu moins jolie, je trouve, que Rosetta Thorn, mais qui méritait au moins d'être montrée. J'ai beaucoup d'autres stuffs Cold Foil, ou alors des stuffs promo brillantes, ou alors des Extended Art, mais ça, pour le coup, c'est rangé dans mes classeurs à Majestic, dans mon classeur à stuff. Je les ai pas sortis pour vous épargner et vous faire gagner un peu de temps. Là, on arrive sur les héros Cold Foil. Et les héros Cold Foil, c'est toujours un peu recherché parce que ça pimpe bien votre deck, ça donne un peu d'attrait visuel à votre paquet. Ça fait plutôt plaisir. J'ai récupéré, et notamment sous l'influence de Jo présent dans le chat, j'ai récupéré Prism Advent of Throne. C'est vrai que quand j'ai vu sur Instagram le rendu de sa carte, ça m'a matrixé. Je me suis dit, il me la faut absolument. En plus, moi, je suis joueur de Prism en Blitz. Donc il était tout naturel que je récupère cette dinguerie. Je pense que c'est une des plus belles cartes de Flesh and Blood à mon sens. J'espère que le card case n'enlève pas l'attrait visuel de la carte. Vous voyez hein, tout le jeu de texture et de sélection qui se met en place quand on joue avec la lumière. Je trouve que la carte est exceptionnelle. C'est une merveille. Voilà, tout simplement. Juste une merveille. Extended Art Cold Foil. Ça, c'est genre un de mes achats préférés à Flesh and Blood. Vraiment. Une énorme dinguerie. Islander, je vous ai dit, je jouais Islander en Blitz, donc forcément pour pimper mon deck, j'avais récupéré la petite Islander promotionnelle. Ça vaut plus grand chose ça maintenant vu que c'est banni. Mais la carte est cool. Je vous la montre.
C'est pas la version Marvel double face, hein, c'est vraiment la version promotionnelle qui était sortie avant. Et qui je trouve très très esthétique aussi, hein. Et enfin, une carte dont tout le monde s'est foutu, personne ne l'a récupérée, ça a coûté 2 centimes, j'exagère, ça devait coûter 12 euros je pense. Mais c'est notre ami l'Empereur en Cold Foil, hein, qui est une légendaire Cold Foil, et qui au final, je sais pas, est passée un peu sous les radars, tout le monde s'en foutait de cette carte-là, déjà parce qu'elle a été beaucoup ouverte, et parce que comme il y avait une version Marvel, bah, c'était pas la version la plus intéressante de l'Empereur, elle a été un peu éclipsée par la version Marvel, mais moi je trouve celle-là amplement suffisante, surtout au prix où elle coûtait. Je pense qu'elle coûte toujours pas très cher, et la carte est, à mon sens, très 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 stylée. Enfin, genre à 12 euros, fallait pas s'en priver, quoi. Et si c'est encore 12 euros, bah, ne vous en privez pas. On passe maintenant, là on arrive dans le haut du panier, on arrive maintenant dans les Marvel et dans les Fables. J'ai pas énormément de ces cartes-là parce que ça demande un budget et vous savez que moi, bah, je collectionne déjà plein d'autres TCG. Donc forcément, je peux pas tout faire et j'essaie toujours de me limiter, de faire en fonction de ce que je peux ou de ce que j'arrive à revendre et à faire tourner dans ma collection. Mais j'ai quand même quelques Marvel. On a notamment les Marvel de Uprising, avec cette Invoke Killoria qui m'avait été offert par PL pour mon anniversaire, et qui elle est une carte double face, full art. Ce joli dragon doré. Faites pas attention, hein, les traits viennent du card case et non pas de la carte. Donc très joli, un full art, cold foil, c'est vraiment de magnifiques cartes de collection. Ah bah tout à fait, Miss Fortune, évidemment. Ici on a Invoque Necria, magnifique, qui est peut-être un peu sombre. Je trouve l'illustration très belle, mais le rendu cold foil pas le des plus réussis malheureusement. Avec la version full art derrière. C'est dommage parce que le dragon a beaucoup de charisme, mais il est peut-être un petit peu trop sombre. Mais voilà, très 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 jolie carte cela dit. Là on arrive dans mes cartes préférées, les Marvel de Dusk Till Dawn. J'ai commencé à récupérer quelques figments, il y en a 8 en tout. Moi j'en ai 3 pour l'instant. Je vais continuer à les récupérer petit à petit. En plus leurs prix sont en train de descendre. Donc voilà, c'est le temps. Il ne faut pas se précipiter, hein, quand on est collectionneur. Et là on a donc du coup le Figment of Protection. Pareil en cold foil. Donc du coup avec toute la frame qui ressort particulièrement. Et certains détails de l'illustration, notamment le fond, l'épée, toutes les matières métalliques. Et derrière, oh là 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 là. Le fait que ça soit pas la même illustration, mais que ça soit un archange quand tu retournes les figments, mais c'est une dinguerie, hein. Et puis là, c'est full art, c'est texturé, c'est cold foil. Enfin là, c'est. Et une carte comme ça, là, incroyable. On continue sur mes amis les figments. Lui, il est magnifique aussi. Regardez tous les détails, l'illustration. Mais ça c'est grandiose, hein. Ça, c'est grandiose. Vraiment, je pense qu'il faut se rendre compte du taf, de la qualité du truc, quoi. Et là, on a un archange qui, par contre, je dois l'avouer, autant je trouve que c'est la plus belle face A, le Figment of Erudition, qui est magnifique. Autant en termes de face B, le côté verso est pas très beau, je trouve. J'aime pas trop cet archange-là. Voilà. Pas aussi incroyable. Mais bon. Dernier figment en ma possession, le Figment of Rebirth. Je trouve magnifique. Magnifique ce Figment of Rebirth. Et alors le dos. Là, c'est une dinguerie pareil. Un dessin d'une beauté, d'un réalisme, avec des jeux de lumière. Pareil pour la texture cold foil, sélective. C'est exceptionnel.
On arrive sur une Marvel qui est à mon avis très sous-estimée. L'ami Bravo, Star of the Show, qui est une carte qui est passée Living Legend très rapidement parce qu'elle a un petit peu cassé le jeu à son époque. C'est une des premières Marvel, si ce n'est la première Marvel présente dans Flesh and Blood. Et donc en gros vous avez la version recto et la version verso. Peut-être que les gens ont oublié que cette carte était une Marvel. En tout cas, maintenant que le format Living Legend a été annoncé, vous pouvez pimper vos decks Star Wars avec celle-là, quoi. Je la trouve magnifique. En fait, j'adore en call foil sur les héros la frame. Le fait que la frame brille comme ça me régale, quoi. C'est vraiment très très beau. Dernière Marvel que j'ai à ma disposition, on a l'ami Bravo, le flamboyant. Bah oui, je joue Bravo, donc forcément j'ai pimpé mon deck. Magnifique. Pareil, la frame qui ressort, les jeux de texture qui font ressortir les liserés dorés de la combinaison de Bravo. Et derrière, bam. En full art, Colfoy. Magnifique. Il y a un format avec uniquement les héros bannis, ça s'appelle le format Living Legend, banni par les règles, pas banni par LSS. Pas banni pour de l'équilibrage, banni pour une rotation naturelle. C'est l'élégance qu'a mis en place Flesh and Blood dans sa rotation naturelle de jeu. C'est que quand un héros gagne trop de tournois, il accumule des points et passé un certain nombre de points, il est banni par les règles du jeu. Et effectivement, au World of Flesh and Blood en novembre, il y aura le premier tournoi Living Legend avec tous les héros bannis, ça va être exceptionnel. Maintenant, on arrive sur les cartes les plus kiffantes du jeu, à mon sens, les plus hypantes, celles que les gens recherchent le plus. Ce sont les fables de Flesh and Blood. Il m'en manque 3. Parce que c'est un certain budget, parce qu'il y en a une des 3 que je ne souhaite pas appeler fable. Pour moi, c'est une Marvel et je ne veux pas que ce soit une fable parce que je ne veux pas avoir à la récupérer dans ma collection, même si la carte est quand même plutôt jolie. Et puis voilà, on va commencer dans l'ordre décroissant, de la plus récente à la plus ancienne. Je n'ai pas récupéré la dernière fable de Bright Light, l'écrou, parce que je ne trouve pas très jolie pour l'instant. On a Light of Soul. Non, je l'ai acheté le Bravo Joe. Je l'ai acheté. J'ai craqué il y a un petit moment de ça. Donc ça, c'est la version Rainbow Foil. Il faut savoir que sur les fables, on a une version Rainbow Foil et une version Cold Foil. Certaines fables sont totalement intouchables en Cold Foil. Du coup, j'ai préservé au maximum l'unicité de ma collection de fables. Et du coup, je les ai plutôt prises en Rainbow Foil. J'ai quelques fables en Cold Foil, mais dans l'ensemble, je vais plutôt les récupérer en Rainbow. Très très joli, ça rappelle un peu les Mox de Magic. Je pense que c'est un hommage non dissimulé de la part de Legend Story Studio, et pour le coup ça me va très très bien. Ruche de Pestilence, fable que les gens n'ont pas trop aimé à sa sortie visuellement. Moi je l'aime beaucoup, je trouve très joli, beaucoup plus que l'écrou de Bright Light. Les fables, ce sont des cartes très rares, il y en a une tous les... ça dépend des extensions maintenant, mais en Rainbow Foil, ça doit être tous les 30 displays, grosso modo. C'est très très dur à dropper. Moi, j'ai jamais droppé de fable. Globalement, moi, je drop jamais rien, mais en tout cas, voilà, j'ai pas droppé de fable pour l'instant. On espère que ça changera un jour. Le Blood of the Drakai, la plus mauvaise fable du jeu, qui est descendue très très bas. C'est une carte qui a coûté 40 euros, fut un temps, qui doit pas être bien loin d'ailleurs. Tant mieux, ça permet à ceux qui aiment bien visuellement ces cartes-là de les récupérer. L'avantage, c'est que les fables sont souvent designées pour être des cartes correctes à mettre dans ton deck, mais pas obligatoires pour le compétitif, ce qui fait que globalement, t'es pas obligé de les récupérer pour jouer, c'est vraiment un truc de collectionneur. Là, on arrive sur mes fables gradées, que j'ai fait grader chez CCC, CCC qui est une entreprise de gradation française. Je vous ai déjà présenté CCC, il y a des vidéos sur la chaîne si jamais vous voulez voir la qualité du truc. Je trouve que c'est simple,
ok, on va pas parler de plus-value. Si jamais vous voulez vraiment valoriser, maximiser la valeur de vos cartes, envoyez chez Beckett, envoyez chez PSA. Ce sont des structures internationales, valorisées dans le monde entier. Moi, je recherchais surtout la protection et l'attrait visuel de ma carte. Donc dans ce cas-là, je suis passé chez CCC parce que j'avais pas envie d'envoyer mes cartes outre-Atlantique, que ça me coûtait un peu moins cher, et parce que, on va dire les termes, l'attrait visuel, c'est-à-dire la finesse et la transparence du boîtier, est la meilleure du marché. Mais je ne parle pas de la meilleure du marché en France, je parle de la meilleure du marché au monde. Voilà, et qu'on vienne me trouver une entreprise de gradation qui propose un boîtier, donc du coup déjà sans sleeve, plus transparent que CCC Grading, je pense que ce n'est pas possible. Donc là, il faut savoir qu'il y a une sleeve sur mon boîtier, ce qui ne rendra pas honneur à la vraie transparence du boîtier. Mais sur mon Instagram, vous pouvez trouver plein de photos de cartes gradées CCC, vous allez voir, c'est bluffant. Donc là, on a le Grandeur of Valhalla. Vous voyez la finesse du machin. Hein. Alors ça peut dérouter pour ceux qui sont habitués à Beckett avec des boîtiers très très larges. Mais voilà, moi j'aime beaucoup l'élégance de CCC. Et donc ça c'est une fable en coll foil, tout simplement parce que, à part réédition dans le 7HP2, elle n'existait pas en rainbow foil à l'époque, donc je l'ai récupérée directement en coll foil. Très très joli, hein. Le Grandeur of Valhalla. Ici, Korchem, qui est une des plus belles cartes du jeu à mon sens. Je vous la montre du coup en version horizontale, parce que c'est une carte qui se regarde à l'horizontale, avec les petits détails de coll foil qui, au-delà de faire ressortir toute la frame, font ressortir aussi les nuages en fond. Voilà, c'est du détail, c'est un très très beau rendu, c'est très très joli. La fable de Tales of Aria, qui je pense restera un set mythique pour beaucoup de gens, Tales of Aria. Que ça soit pour son impact visuel, ou alors pour son impact compétitif dans le jeu. Hein. Et puis en plus, c'est le set par lequel beaucoup de gens ont commencé, notamment moi, donc Tales of Aria, solide, vraiment. Très très beau. Et là on arrive sur le Graal de la collection Flesh and Blood. Alors évidemment, je grossis les termes, je grossis les traits, il y a plein d'autres Graal, il y a toutes les Gold Foil qui sont des cartes promotionnelles données à des gagnants de tournois, il y a les winners, les cartes winners de Pro Tour qui sont des cartes à plusieurs milliers d'euros qui sont données seulement aux gagnants de Pro Tour. Pareil pour les cartes de ceux qui, enfin pareil pour les gagnants des Worlds. Vous avez aussi des versions promotionnelles, des versions extended art de certaines cartes qui elles jouent vraiment dans la cour des grands. Mais à l'échelle de ma modeste collection, ça c'est vraiment le Graal dans ce qui reste acceptable financièrement pour moi. Eh bien, c'est la triplette des 3 premières fables du jeu qui ont été beaucoup moins éditées que le reste des sets. Et donc on commence notamment par Arc Knight Shard. Arc Knight Shard ici, qui est noté 10 en plus par CCC ici. Il faut savoir que cette carte-là, je l'avais envoyée en gradation et j'avais eu le Black Label, donc la version 10 avec tous les subgrades à 10. Et je l'ai échangé contre un autre collectionneur, contre ce Gold Label et évidemment une somme d'argent. Très très joli. Une des plus belles fables pour les fans de collection Flesh and Blood, l'œil d'Ophidia, Eye of Ophidia, vraiment très très belle. Ça c'est des cartes pareilles que j'ai présentées sur Instagram pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Magnifique. Ça peut aussi s'asseoir à la table de Tunic pour être le Black Lotus en termes de collection, même en termes de puissance de jeu. Ça fait partie des rares fables qui sont vraiment jouées dans les decks compétitifs. Et vraiment, Eudophidia, c'est une super carte. Ça a pris beaucoup de valeur, hein, évidemment, maintenant. Ça ne coûtait pas ce que ça coûte quand j'ai eu la chance de les récupérer. Et enfin, la première fable du jeu, celle qui a commencé à nous faire rêver, évidemment. L'Heart of Fyendal, qui lui aussi peut s'asseoir à la table des prétendants au Black Lotus du jeu. La première fable de Welcome to Wrath, le premier set de Flesh and Blood. Très très beau caillou, qui en plus de ça, moi à l'époque où je l'ai récupéré, était beaucoup moins cher qu'un œil d'Ophidia. C'était vraiment une carte qui était un peu boudée, alors je sais pas si les gens la trouvaient pas très jolie, moi je la trouve magnifique. Et pour le coup, tant mieux pour moi. Ça, c'est la triplette sacrée, quoi.
Le petit Heart of Yendal, le petit œil d'Ophidia, le petit Arc Nightshard. Ça fait plaisir. C'est le genre de carte que j'aurais pas récupéré actuellement au vu du prix qu'elles ont fini par avoir. Je sais pas si ça continuera à monter, mais en tout cas, pour l'instant, ça coûte pas mal plus cher que ce que je les ai payés. Et tant mieux pour moi parce que je suis content de les avoir et j'aurais été déçu de passer à côté. J'ai pris le jeu globalement assez tôt pour pouvoir encore récupérer ces cartes-là à un prix correct. Cela dit, attention, n'allez pas croire que c'est un prix totalement délirant. Ces cartes-là en call foil ont un prix délirant. Donc les call foil, c'est donc les versions first print de ces cartes-là. Là, on touche plusieurs milliers d'euros, voire même dizaines de milliers d'euros pour un Heart of Yendal. En version Rainbow Foil, on est aux alentours des 400-500 euros. Voilà. Ça reste très élevé, hein. Mais on est beaucoup moins cher que les versions call foil. Donc bon, pour les collectionneurs, ça reste encore touchable, je pense. C'est du coup la fin de ma collection Flesh and Blood. Je vous ai tout montré, toutes les légendaires, toutes les Marvel, toutes les fables, ma manière aussi de ranger, ma manière de collectionner en fait finalement de Flesh and Blood. Vous savez tout, vous avez tout vu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Pareil, partagez dans l'espace commentaire. Partagez aussi la vidéo à d'autres personnes. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Flesh and Blood et qui sont collectionneurs, bah montrez-lui peut-être cette vidéo. Ça lui donnera peut-être envie de collectionner. Il y a quand même des cartes qui sont vraiment magnifiques, des illustrateurs talentueux et globalement un jeu qui est très bien tenu, très bien piloté par LSS, le studio qui édite Flesh and Blood. Donc moi je prends beaucoup de plaisir à jouer et à collectionner ce jeu-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.